On continue donc cette session. Bonjour Estelle et Bonjour. bienvenue à cette session de l'après-midi. Donc Estelle Rambier est data scientist chez Exact, qui est une société que vous allez nous présenter un peu plus en détail. Et Estelle est une ancienne étudiante de l'Université de Bordeaux. Voilà, la parole est à vous pour pareil 25 minutes à peu près et puis 5 minutes de questions donc, sur le NLP pour comptable. En effet, merci pour l'introduction, Antoine. Tout d'abord, moi, c'est Estelle. Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler du NLP pour comptable. J'ai fait mon master à Bordeaux avec Jérémy Bigot et Vincent Coyer. Et je leur passe le bonjour s'ils écoutent la présentation. Quand j'habitais à Bordeaux, j'avais l'habitude d'aller faire de la voile à La Rochelle et du surf à la Cano, mais après être diplômée, j'ai déménagé pour travailler aux Pays-Bas. Donc l'ambiance est un peu différente ici, mais j'adore faire du vélo, même sous la pluie, il y a beaucoup de pistes cyclables. Et l'autre photo, c'était il y a 2 semaines, on a eu une vague de froid. On pouvait marcher sur les canaux, c'était vraiment cool et assez atypique. Bon, les Pays-Bas, c'est génial, mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'Exact. Exact, c'est une boîte qui propose une plateforme pour gérer tous les processus d'entreprise. Aujourd'hui, on va seulement parler de la comptabilité. Donc, on a un logiciel sur le cloud et nos clients peuvent l'utiliser pour tenir leur livre de compte et faire tous les rapports financiers. La comptabilité, c'est 1400 employés, dont 400 développeurs. Euh, on a, oula, il y a un problème avec l'animation. On a 350 000 administrations, donc 350 000 entreprises. Ça fait de nous les leaders sur le Benelux et surtout aux Pays-Bas. Donc on possède 25% du marché. Et ça, c'est 26 terabits de données. Et pour extraire le maximum de valeur de cette donnée, on a une équipe data science. Donc je suis l'une des 5 data scientists. On a aussi 7 data ingénieurs qui s'occupent de gérer la plateforme et nous aider à mettre en production nos super idées. Et pour les problématiques plus internes, on essaie aussi d'aider nos collègues à être plus data driven. On a 3 data analysts. L'équipe, on aime bien dire qu'on veut être le département de data science de nos clients. Et ça veut dire que si la boulangerie du coin qui utilise Exact pour faire sa comptabilité avait un data scientist, qu'est-ce que le data scientist ferait? Donc on essaie de résoudre et de penser pour eux. L'une des grandes problématiques, c'est l'automatisation, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc l'un des boulots de comptable, c'est d'aller à travers tous les relevés bancaires, donc toutes les semaines, tous les mois, et de regarder les transactions une par une et de les associer à un livre de compte. Donc c'est comme ça qu'un comptable regarde le budget, si à la fin de l'année ils ont fait assez de ventes ou si à la moitié du trimestre il y a eu assez de ventes ou assez de recettes. Et par exemple, un autre exemple, c'est que bah, si je faisais le plein avec la carte de l'entreprise, le comptable verrait que j'ai été à une station et probablement ma transaction serait sur coût automobile, donc ce livre de compte. Donc c'est cette tâche qu'on essaie de faire automatiquement aujourd'hui et ce que je vais vous expliquer. Euh, je vous donne une overview, une vue d'ensemble de ma présentation. Donc, je vais redéfinir un peu plus clairement le problème, vous montrer la data qu'on a dans le data lake. Data lake, c'est là où on met tous nos jeux de données. Je passerai très vite sur le pré-processing. C'est toujours très important en NLP, mais je pense pas que c'est le plus important. Enfin, c'est le plus important, mais je pense pas que c'est le plus intéressant. Donc, j'ai mis mon focus sur l'extraction de features pour cette présentation. Je vous montrerai aussi comment ça performe. Donc, si vous y connaissez pas trop en NLP, je pense que c'est une bonne présentation. C'est pas aussi en profondeur que la présentation d'avant, mais bon, j'espère qu'il y en a un peu pour tout le monde quand même. Alors d'abord, on va redéfinir le problème ensemble. Je vous disais, le boulot du comptable, c'est de tenir les livres. Enfin, l'un des boulots, c'est de tenir les livres de compte. Donc, ils ont toutes les banques, toutes les transactions bancaires tous les mois. Donc, par exemple, le prélèvement de BNP que vous payez parce que vous possédez un compte à la BNP, le comptable, il le mettrait sur son livre de compte coût bancaire. Donc, on a 4,5 millions de transactions comme ça par mois. Et il faut savoir qu'en termes de livres de compte, il y en a à peu près 30 par compagnie. Et les comptables ont la liberté d'appeler ce livre de compte comme ils l'entendent. Et ils sont assez créatifs. Et ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, si on prend un autre comptable, une autre administration, exactement la même transaction pourrait être affectée
un autre livre de compte, c'est le même genre de coût, le même genre de dépenses, mais le livre de compte s'appelle différemment. Donc peut-être que vous pouvez déjà voir pourquoi c'est un problème. Donc bien sûr, on peut pas avoir un modèle par administration. Donc souvent les modèles NLP sont assez gourmands en data. Donc une seule administration, c'est pas suffisant pour pouvoir apprendre les patterns sous-jacents. Et bien sûr, on peut pas avoir un modèle de classification à 110 millions de descriptions de classes. Bon, j'essaierai pas. Si vous essayez, dites-moi. Donc, ce qu'on voudrait faire ici, c'est d'abord standardiser et uniformiser tous ces livres de compte. Et le gouvernement néerlandais a pensé à tout. Il y a cette standardisation nationale, c'est RJS Code, et vous pouvez juste y penser comme quelque chose tout simplifier, par exemple les impôts ou les taxes. Et aussi, le gouvernement aime bien quand les gens utilisent ça parce qu'ils peuvent surveiller un peu les transactions et les blanchiments d'argent et tous les problèmes liés. Bon, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus, mais c'est bon, peu importe. Et ça voudrait dire que si on reprend mon exemple de ma slide précédente, que tout ce qui est charge bancaire, bah, ce serait assigné au même RGS, à la même classe. Et du coup, bon, bah, ce serait plus facile pour nous. On sait que la transaction BNP de votre compte, bah, ça va sur charge bancaire. Et peu importe comment le comptable euh, a décidé d'appeler son livre de compte, on sait ce que c'est à l'intérieur. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est que tout le monde ne l'utilise pas. Nous, pour nos usagers, c'est seulement 10% qui utilisent parce que c'est pas obligatoire. Si on regarde, ah oui, aussi il y en a 957 qui représentent des différents types de dépenses et de revenus. Donc si on regarde un peu le projet, donc il est divisé en deux. Donc je disais que ce que je voulais faire, c'était euh, optimiser, comment on dit, automatiser ces transactions bancaires au livre de compte, mais entre les deux, on met en fait cette standardisation. Donc en fait, le projet d'automatisation, c'est mettre les transactions bancaires sur le bon RJS code. Et un deuxième projet, c'est celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est standardiser tous les livres de compte qui sont pas assignés à un RJS, de créer un modèle qui va pouvoir faire ça pour le client. Et comme ça, on peut utiliser pour l'automatisation. Euh, Rapidement, la donnée ressemble à ça. Donc, dans notre jeu de données, dans notre database, ouais. Donc, on a des catégories et certaines catégories sont, il y a un RJS. Donc, RJS, ah oui, ça, c'est pour référencier Roadboost Schema. Donc, c'est ce système de classification de référence proposé par le gouvernement. Donc, 957. Donc il y en a à peu près 11 millions qui sont labellisés et on a 100 millions qui sont pas labellisés. Et ce qu'on espère faire avec le modèle, c'est apprendre à partir de ces catégories, donc comment ils appellent leurs catégories, d'apprendre ceux qui sont labellisés. Donc par exemple, si charge bancaire est associée à cette classe, on espère que pour les 100 millions qui sont pas labellisés, le modèle peut retrouver les mêmes patterns et faire la prédiction. Et comme ça, tout est uniformisé pour nous. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc euh, je vais être rapide à propos du pré-traitement. Et en fait, vous voyez par exemple la deuxième ligne en partant du bas, il y a une plaque d'immatriculation. Donc ça, on enlève avec des regex. Il y a aussi un nom propre. La dernière ligne, ça aussi on enlève avec des regex. On enlève tous les pluriels. On prend l'infinitif de tous les verbes. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait pour nettoyer la transaction. Mais bon, on va passer au plus intéressant maintenant. Et ça, c'est l'extraction de features. Bon, je pense que c'est clair que pour tout le monde qu'un modèle, une chaîne de caractères, ça représente rien du tout. Donc on veut fournir au modèle un vecteur. Et ce vecteur se doit d'apporter une contribution, donc de pouvoir euh, discriminer les différentes classes. Et pour ça, dans la littérature, il y a pas mal d'approches, mais il y en a deux qui sont les plus populaires et je vais les présenter. Elles sont aussi complémentaires et elles résolvent pas tout à fait le même genre de problème. Donc je vais commencer par la plus simple qui est très déterministique. Donc c'est bag of words. Ce qu'on fait, c'est qu'à partir de chaque description, on fait une matrice de dummy. Donc on met des 1 quand il y a un mot qui apparaît. Voilà, c'est assez simple. Et il y a pas mal de problèmes avec cette approche. Donc déjà, on perd l'ordre des mots et c'est très vrai pour le néerlandais, c'est probablement vrai pour d'autres langues.
mais je suis sûre pour le néerlandais, quand il y a un mot qui apparaît devant un autre ou après un certain mot, il n'aura pas le même sens que s'il apparaît après un autre mot. Donc on veut garder l'ordre des mots. Il y a aussi autant de colonnes qu'il y a de mots dans le vocabulaire, donc la dimension est beaucoup trop grande. On ne va pas fournir cette matrice complètement sparse dans le jeu de données, dans le modèle, désolé. Aussi, le dernier problème, c'est la normalisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les mots dans une description n'ont pas le même poids. Donc, par exemple, le mot coup, s'il apparaît partout un peu, bah, il est probablement pas très discriminant, tandis que s'il apparaît tout seul dans une description, peut-être devrait avoir plus de poids dans le modèle. Donc, on va regarder ce problème aussi. Donc, on va les solutionner un par un dans chacune de mes prochaines 3 slides. Donc d'abord, à propos de l'ordre des mots, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des n-grammes. Donc au lieu de prendre les mots un par un, on va les prendre 2 par 2 ou 3 par 3. Et comme ça, on conserve et on a une information sur l'ordre des mots. Alors ça résout pas du tout la dimension, ça fait même pire. Donc on fait un petit trick avant, c'est qu'on enlève certains n-grammes. Donc on enlève ceux qui ont une très haute fréquence. Probablement, c'est des mots de liaison, donc des stop words, par exemple, et le, là, on est d'accord que ça apporte pas grand-chose. Et aussi, c'est ce que je disais avant, si un mot apparaît partout, il va pas aider à discriminer les descriptions. On enlève aussi les basses fréquences parce qu'on a une data qui est rentrée à la main par des humains, par des utilisateurs, donc il peut y avoir des fautes de frappe. Et aussi, par exemple, si le regex a oublié un nom propre, probablement ce nom propre, il va juste ajouter du bruit et ça va juste induire du surapprentissage, donc ce sera pas utile. Donc on va aussi enlever toutes les très basses fréquences. Et du coup, on garde que les moyennes. Donc bon, c'est toujours beaucoup de moyennes fréquences. Je vais pas dire que la dimension est résolue. Et aussi, la normalisation est perdue. Donc on va d'abord parler de la normalisation. Et pour ça, dans la littérature, quelque chose de très célèbre, c'est TF-IDF, donc c'est Term Frequency Inverse Document Frequency. Et ça va donner une idée au modèle à quel point un mot est important pour une description. Donc la formule est composée de 2 parties. Il y a la partie qui est consacrée à regarder le poids du mot dans la description. Donc si j'ai une description, par exemple, coût bancaire, le mot coût apparaît une fois parmi 2 mots, donc ça serait un demi, donc c'est la moitié de la description, donc c'est quand même important. Et après, la seconde partie de la formule, elle va regarder... oh, ok, ma slide ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. La deuxième partie de la formule, elle va regarder combien de fois le mot coût apparaît dans tout le vocabulaire, dans tout le jeu de données. On va voir à quel point ce mot est important pour cette description, aussi en regardant combien de fois il apparaît dans toutes les autres descriptions. Et en fait, on prend le logarithmique, comme ça on met toute la distribution ensemble. Et on a la formule, bon, je suis désolée qu'elle apparaisse pas ici. Euh, j'ai découvert ce TF-IDF avec ce projet et je dois dire que je l'ai utilisé dans d'autres projets. C'est super pour normaliser et extraire des détails que j'avais du mal à extraire avec d'autres méthodes. Et à propos de la dimension, donc on utilise une simple réduction de dimension et c'est assez connu dans la littérature. Quand on applique SVD à TF-IDF, on a Latent Semantic Analysis. On n'a pas réinventé la roue, mais voilà, c'est un peu la pointe de NLP, pas la pointe, mais c'est comme ça que c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième méthode, et pour ça, je vous présente 3 applications absolument qui utilisent la même chose et qui c'est absolument ça marche très bien. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, quand on traduit quelque chose sur Google Translate, des fois ça traduit pas mot à mot, mais ça comprend vraiment le sens de ce que vous avez rentré. Donc, par exemple, couper les ponts, si on traduit mot à mot, ça serait cut the bridges. Mais en anglais, l'expression c'est cut ties, donc couper les cravates. Et du coup, ça veut bien dire que l'algorithme derrière comprend le sens du mot au lieu de juste traduire mot à mot. Et ça, j'aurais adoré l'avoir quand j'étais au lycée, ça c'est sûr. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Jeopardize. C'est un peu question pour un champion des États-Unis. Il y avait ces 2 super champions qui ont défié l'algorithme de IBM Watson. Et l'ordinateur était capable de comprendre la question, donc qui était posée en anglais, donc en langage humain,
de faire la recherche dans sa base de données et de répondre en parlant. Et donc, il a battu les champions de très loin. Et bien sûr, maintenant, tout le monde connaît Exact Online. Donc, ces 3 applications utilisent la même approche. Et ça, c'est deep learning pour comprendre ce que les mots signifient. Donc, si vous voyez en haut de my slide, ces 2 descriptions, c'est des synonymes. Bon, bah, c'est du néerlandais, vous pouvez juste me croire quand je dis ça. Donc, c'est qu'elle veut dire la même chose et vous comprenez qu'avec l'approche d'avant, avec LSA, qui compte seulement les occurrences des mots, ces 2 descriptions, même si elles appartiennent à la même classe d'ArcGIS, elles n'auront pas du tout le même vecteur. Donc, c'est quand même le modèle, il serait un peu confus, je pense. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut essayer d'extraire le sens au lieu de juste compter les mots. Et pour faire ça, on essaie de résoudre les analogies. Et une analogie, donc j'en ai mis 2 là. Donc par exemple, poisson est à nager, ce que oiseau est à, bon, c'est pas très interactif, mais c'est voler. Et nez est à odeur, ce que bouche ou langue est à goût. Donc ça, c'est des analogies et c'est résolu. Maintenant, si on regarde comment on apprend ça à un modèle, je vais à ma prochaine slide. J'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'animations sur cette slide. Donc si on prend la phrase un poisson nage dans l'océan, donc d'abord on enlève tout ce qui apporte pas trop de contribution, donc tous les mots de liaison, on met les verbes à l'infinitif. Donc on a poisson, nager, océan. Et donc l'étape suivante, c'est de mettre dans le modèle le mot poisson, nager et océan. Donc on va dire au modèle, tu dois prédire poisson quand tu vois nager et océan. Donc ça ressemble à ça, donc c'est un réseau de neurones. Donc on met le contexte et le modèle à prédire le mot qui apparaît dans ce contexte. Et on fenêtre, on fait du windowing, donc on passe tous les mots par exemple, de tout Wikipédia ou peu importe, il a besoin beaucoup. Ces approches, c'est un peu brute force, donc c'est de mettre beaucoup d'exemples et de les voir plusieurs fois. Parce que quand on dit comme ça, ouais, ça comment ça peut marcher, mais ça marche parce que c'est quand même pas mal d'heures de training et on remet les mêmes exemples beaucoup de fois et au bout d'un moment, le modèle converge et on a une description. Donc si on continue, on met océan, il doit prédire, à partir de poisson nager, il doit prédire océan. Et on a, au bout d'un moment, si on entraîne assez longtemps, on a donc entre le layer input et output, on a le layer caché qui en fait contient tous les poids qui va mener aux descriptions. Et c'est ce layer, ça s'appelle word embedding, qui représente le sens du mot avec des poids. Voilà, et puis c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait pour extraire le sens des mots. Je vais parler un peu plus de ça parce que je trouve ça super cool. Donc il y a différents types d'architecture, il y en a 2. Donc il y a celle que j'ai montrée, du contexte au mot. Donc on met océan, nager et il a tout à prédire poisson. Ok, je vais tout mettre parce que les animations ne marchent pas. Hop. Et il y a le skipgram et c'est dans l'autre sens. Donc c'est à partir du mot, on doit prédire le contexte. Nous, on a utilisé celui-là parce que ça a super performé. On a vu dans la littérature, c'était souvent le cas. Après, le problème, c'est que ça nécessite une machine très puissante, contrairement à l'autre on peut l'utiliser avec quelque chose d'un peu moins puissant. Après, il y a 2 différentes façons de le faire. Donc, il y a d'abord Word2Vec. Donc, c'est exactement ce que j'ai montré. Donc, on prend le mot au niveau du mot. Après, les limitations, c'est que s'il y a un nouveau mot qui est entré, on ne sera pas capable de trouver le vecteur pour ce mot. Il faut qu'il y ait exactement le même mot dans le training set pour pouvoir être capable de le trouver aussi dans le embedding. Et aussi, ça marche pas très bien pour les mots composés. Et ça, vous comprenez que si vous savez le sens du mot libre et le sens du mot service, vous pouvez deviner le sens du mot libre service même si vous avez jamais vu. Et le néerlandais, c'est un peu comme l'allemand, donc il colle beaucoup de mots ensemble qui veulent dire tout seul quelque chose, et si tu les colles ensemble, bah, ça veut aussi dire quelque chose. Donc Word2Vec, c'est pas très adapté au néerlandais, donc on a utilisé FastText de Facebook. Et cette fois-ci, on fait pas du windowing sur les mots, mais on prend des n-grammes au niveau du caractère. Donc par exemple, on prend 5 caractères ensemble et on regarde dans quel contexte ils apparaissent. Ça prend un peu plus de temps à converger, mais ça marche super bien parce que surtout pour nous, notre data qui est entrée à la main, donc il peut y avoir des coquilles, bah, le mot il aura quand même un matching il y aura quand même une représentation dans le word embedding.
parce que probablement le modèle aura vu les 3 premières lettres et les 3 dernières lettres, et puis celle du milieu elle est pas bonne, mais c'est pas grave, ce sera un vecteur proche de toute façon. Il y a des propriétés assez intéressantes. Alors déjà, vous pouvez choisir la dimension. Et ça, c'est le layer donc, de Word Embedding. Vous pouvez le mettre aussi grand que vous voulez et aussi petit que vous voulez. Après, bon, bah, ça marche plus ou moins bien. On a essayé de faire un très gros, on s'est dit, ouais, ça va marcher mieux. Et ça a beaucoup de surapprentissage et ça prenait aussi beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup plus de poids à optimiser. Et quand c'est trop petit, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on peut utiliser un petit et puis c'est trop petit, ça marche pas. Et dans la littérature, souvent ce qui est fait, c'est 300, donc on s'en est tenu à la littérature. Aussi que les mots qui sont sémantiquement les mêmes sont encodés en valeurs similaires, donc on a une métrique de comparaison. Donc par exemple, deux synonymes les vecteurs sont proches et on peut vérifier si c'est comme ça qu'on évalue à quel point le word embedding a fonctionné en regardant bon bah qu'est-ce qui est proche de janvier, par exemple? Bah, il y avait d'autres mois proches de janvier, donc ils ont quand même un sens assez similaire, janvier, février. Et puis tous les synonymes étaient aussi ensemble. Et c'était assez cool parce qu'on a aussi, par erreur, à un moment, mis de la data, pas seulement néerlandaise, mais aussi d'autres langues. C'était une erreur et on l'a trouvé dans le word embedding parce que d'un coup, janvier en néerlandais, c'était à côté de janvier en français. Donc on s'est dit, ça marche vraiment mieux que ce qu'on imagine. Les analogies sont résolues, donc on a cette propriété qui est assez célèbre. Donc si vous prenez le vecteur Amsterdam, si vous enlevez le vecteur Pays-Bas et vous ajoutez le vecteur France, vous aurez un vecteur assez proche du vecteur Paris. Donc la machine a quand même bien fait son travail. Après, le problème qui reste avec cette approche, c'est que tous les mots ne représentent pas la signification d'une description à parts égales. Donc c'est ce que je disais avec coup, et c'est ce qu'en fait on a solutionné avec le TF-IDF. Donc c'est pour ça qu'ils marchent bien ensemble, et ça je vais le montrer en montrant les résultats. Donc d'abord un overview, une vue d'ensemble du modèle. Donc on prend le vecteur de LSA et on concaténate avec le word embedding. Ils avaient tous les deux une dimension de 300, donc on a une dimension de 600 dans le neural network. Donc ça va, c'est pas trop gros dans le réseau de neurones, désolé. Et c'est un réseau de neurones avec deux hidden layers. Et en output, on a un vecteur de 957, donc toutes les classes possibles, tous les RGS. Donc ça ressemble à ça, un RGS, c'est authentique dans ma slide. Et la plus grande probabilité en output, ce sera la prédiction du modèle. Et à propos de performance, donc on va d'abord parler rapidement de métriques et d'évaluation. Oh non, I spoiled. Donc on regarde par exemple la première solution, combien de fois on est correct si on prend seulement la plus haute probabilité, combien de fois on est correct si on prend les deux, parce qu'on s'est dit ouais peut-être qu'on peut faire des suggestions et il peut juste cliquer sur l'un des trois s'il a envie de faire cette assignation à RGS. Et 3 suggestions. On a aussi un jeu de données qui est pas très les distributions sont pas égales du tout, donc on s'est dit ouais on a un peu du mal à résoudre ce problème. Donc si on regarde top 2, donc la deuxième suggestion, peut-être qu'on aura on comprendra un peu mieux comment ça marche. Et en termes de résultats, donc ça ressemble à ça. Donc j'ai mis ces deux modèles-là, donc on a fait beaucoup d'expérimentations. On a enlevé d'abord 20% des entreprises et on a appris sur les 7,5 millions restants et on a testé sur les 2,5 millions. Et ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, on a le modèle seulement avec le word embedding, les features de fast text. On voit qu'on a à peu près à 87 en top 1. Et si on ajoute et on résout le problème de tous les mots n'ont probablement pas le même poids dans une description pour définir sa classe, on rajoute les features de LSA et là on gagne 2-3%, donc on est assez content que le top 1 bah, c'est 89%. Et bon, après on a mis ce modèle en production, donc ça fait toujours très peur de mettre un modèle comme ça en production. Mais la première semaine, bah, il y avait 84% de correct, donc bon, il y a un petit drop, mais bon, ça va, c'est pas, ça va. Bon, je vais rapidement parler des applications. Donc il y avait ce benchmarking
Peut-être que j'ai pas le temps en fait. Je vais parler de ce qu'on a parlé au début, donc ces transactions bancaires. Vous vous rappelez, on a essayé d'automatiser le boulot d'experts comptables, donc ces transactions bancaires qu'ils ont besoin d'assigner à leurs livres de compte. Et on a libéré énormément de temps à nos usagers, donc c'est un autre problème NLP complètement différent et très intéressant, mais pas tout expliquer. Donc je disais qu'il y avait 4,5 millions de transactions par mois. Donc en moyenne, quand un usager a besoin de le faire lui-même, donc de regarder la transaction, de rentrer le bon livre de compte à la main, ça prend 15 secondes. Et maintenant, grâce à nos suggestions, il a juste besoin de choisir entre 3 suggestions et un clic, et seulement si c'est pas correct, le top 1. Et ça prend en moyenne moins d'une seconde, et ça représente quasiment 18 000 heures de potentiellement économisées par mois. Donc on a beaucoup d'usagers très heureux et aussi des patrons très contents de l'équipe Data Science. Et pour le mot de la fin, quand j'ai préparé cette présentation, ça me paraissait... bon, il y a un problème. Ça me paraissait un peu trop facile. Et je voulais juste préciser que c'est pas une ligne droite. Bon, bah là, son jeu de données, hop, face tech, wall embedding, machine learning, et j'ai mes résultats. C'est un chemin beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est de l'art abstrait généré par un humain ou par une intelligence artificielle? Écoute, c'était une super slide, mais bon, bah, ça n'a pas marché. Mince, désolé. On avait une petite question avant de passer à la présentation suivante parce qu'on est un petit peu en retard. Comment avez-vous agrégé les embedded des mots d'une même phrase? Oui, c'est une bonne question. Donc pour chaque mot, on a donc oui en effet un embedding et on a pris la moyenne. Ok, très bien. Donc, ce que je propose, c'est que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Estelle. Je ne sais pas si tu as mis tes coordonnées à la fin du dernier slide, ou sinon vous retrouvez donc les informations sur Exact sur le site de Dataquitaine. Et merci pour cette présentation qui était très claire. Donc, on revient dans quelques secondes pour la présentation suivante. À très bientôt, Estelle. Au revoir. Au revoir.